Imaginez un stade rempli d'hommes adultes, des supporters européens aguerris qui ont passé leur vie à survivre à des déplacements glacials et à des tribunes hostiles, soudain en train d'essuyer leurs larmes moins de 48 heures après avoir posé le pied sur le sol américain. Ce n'est pas une scène de film, c'est ce qui s'est produit pendant la Coupe du monde de cet été, et la raison n'a presque rien à voir avec les buts marqués ou les trophées soulevés. Pendant des décennies, les titres de presse en Europe ont décrit les États-Unis comme une superpuissance paranoïaque, prompte à dégainer, sans âme, obsédée par le béton et le chaos. Puis des milliers de supporters venus pour le tournoi sont réellement arrivés sur place, et ce qui les a accueillis a libéré une émotion que personne ne s'attendait à voir captée par les caméras. Des inconnus payant l'addition de supporters rivaux au restaurant. Des policiers troquant leur réputation sévère contre quelques pas de danse en pleine rue. Des Écossais adultes reconnaissant ouvertement, face caméra, qu'on leur avait menti toute leur vie sur ce que ce pays dégage réellement. Avant d'entrer dans la politique qui entoure cette Coupe du Monde, car elle est bien présente, il faut comprendre pourquoi l'expérience vécue au ras du sol a frappé tant de visiteurs comme un train lancé à pleine vitesse émotionnelle. L'histoire commence en réalité par la nature, car personne n'avait prévenu ses supporters de l'immensité brute des paysages sauvages américains. À lui seul, le système des parcs nationaux des États-Unis s'étend sur plus de 133 000 miles carrés, une superficie supérieure à celle de tout le Royaume-Uni. Les touristes européens arrivés pour les matchs de phase de groupe pensaient passer quelques jours près d'un stade, puis rentrer chez eux. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à lever les yeux vers les parois vertigineuses de Zion et de Yosemite, à tendre le cou jusqu'à en ressentir une douleur physique, soudain conscients de la petitesse d'un être humain face à un canyon sculpté pendant des millions d'années. Emprunter l'Alpine Scenic Loop est devenu un pèlerinage improvisé pour plusieurs groupes de supporters, qui se filmaient en s'arrêtant toutes les quelques minutes, parce que le paysage refusait de redevenir ordinaire. En Virginie occidentale, des visiteurs venus d'Angleterre, pays fier de ses campagnes vertes et vallonnées, sont restés silencieux devant une forêt ancienne si dense que leurs propres collines semblaient entretenues et domestiquées. La faune sauvage s'approchait si près des rues résidentielles en Floride et des zones proches de Yellowstone que les touristes européens demandaient sans cesse aux habitants si c'était normal, et la réponse, à chaque fois, ressemblait à ceci. Oui, nous vivons simplement comme ça. Puis sont venus les séquoias de Californie, des arbres debout depuis plus de 2000 ans, vivants avant même que la plupart des nations européennes aient entré des frontières fixes rarues sur une carte. Des supporters qui avaient visité Dubaï, le sud de la France et les stations les plus luxueuses du continent, se sont retrouvés sur des plages silencieuses et ont admis, certains face caméra et manifestement embarrassés, que rien chez eux ne se comparait à la texture du sable américain ni à l'échelle du littoral américain. Le contraste qui a bouleversé tant de gens était simple. Quelques heures après avoir quitté une ville haute, bondée et bruyante, on pouvait se tenir absolument seul devant quelque chose d'ancien et d'intact. La sécurité a constitué le deuxième choc frontal. La plupart des supporters arrivaient en s'attendant à un pays câblé pour la confrontation, armés jusqu'aux dents, prêts à exploser à la moindre provocation. C'est l'image que la couverture internationale de la culture des armes aux États-Unis leur avait vendue pendant des années. Ce qu'ils ont trouvé à la place, ce sont des femmes marchant seules à minuit, avec des bijoux coûteux, des sacs laissés sans surveillance sur des tables de café pendant que leurs propriétaires s'éloignaient, et des bancs publics sans graffiti dans des quartiers qui, selon les stéréotypes, auraient dû ressembler à des zones de guerre. Dans le New Jersey, des pompiers ont fait signe à des inconnus d'entrer dans la caserne et les ont laissés monter dans les camions sans la moindre formalité, traitant les supporters visiteurs comme des enfants du quartier plutôt que comme des touristes. À Boston, des policiers ont été filmés en train de danser et de taper dans les mains des supporters dans la rue, au lieu de rester en faction avec des fusils. Rien de tout cela ne correspond au récit sécuritaire sensationnaliste avec lequel les Européens ont grandi. Et cet écart entre attente et réalité explique précisément pourquoi tant de réactions émotionnelles ont éclaté devant les caméras,
l'hospitalité a achevé de faire basculer l'histoire. À Boston, un inconnu a payé l'addition d'une table entière de supporters écossais, simplement parce qu'il venait de l'étranger, un moment qui a laissé des hommes adultes stupéfaits et silencieux, avant même qu'ils puissent remercier correctement. Au Texas, l'hospitalité atteint, d'après plusieurs récits, des niveaux presque religieux, avec des habitants invitant de parfaits inconnus chez eux pour manger des steaks après seulement quelques minutes de conversation. À Boston, certains barman auraient touché plus de 950 $ par jour en pourboire pendant les week-ends les plus chargés du tournoi, un détail qui a sidéré des visiteurs européens, habitués à considérer le pourboire comme une obligation agaçante, presque vexante, plutôt que comme un véritable geste de reconnaissance. L'échelle est l'endroit où la désorientation devient presque comique. Le Texas à lui seul couvre une superficie proche de 3 fois celle de tout le Royaume-Uni, ce qui signifie qu'un visiteur britannique peut conduire plus de 12 heures d'affilée tout en restant dans le même état. En Europe, pendant ce même laps de temps, il traverserait 7 pays et au moins autant de langues. Entrer pour la première fois dans un Walmart ou un Costco a conduit plusieurs supporters européens à décrire l'expérience moins comme des courses que comme une promenade dans un musée entièrement consacré à l'abondance, avec des rayons de céréales longs comme un terrain de football et des gobelets de soda de la taille de petits seaux tranquillement étiquetés comme moyens. Les infrastructures routières ont ajouté une couche supplémentaire de stupeur, avec des camions gros comme de petites maisons rugissant sur des voies assez larges pour faire passer les voitures urbaines européennes pour des jouets, et d'immenses aires de service proposant plus de 60 pompes à carburant en fonctionnement en même temps, à côté d'espaces de restauration vendant tout, du matériel de chasse aux encas faits maison. La nourriture elle-même est devenue une véritable attaque sensorielle, dans le meilleur sens du terme. Une seule portion de brisket texan peut représenter environ 2500 calories, soit assez d'énergie pour alimenter un adulte pendant toute une journée, et pourtant les supporters revenaient quand même en reprendre. Le poulet frit arrosé de sirop sur une gaufre a déstabilisé des supporters français, qui ont admis que l'association sucré-salé ne devrait pas fonctionner et que pourtant elle fonctionne parfaitement. La climatisation est devenue l'héroïne improbable de tout le voyage. Des supporters venus de régions plus fraîches d'Europe, où les systèmes de refroidissement domestique restent un luxe rare, se sont retrouvés dans une chaleur texane dépassant les 98 degrés Fahrenheit avant midi et ont presque annulé tous leurs projets en extérieur. Le soulagement de pénétrer dans une supérette glaciale ou dans un appartement Airbnb trop refroidi est devenu, selon plus d'un visiteur, une expérience véritablement salvatrice plutôt qu'un simple confort. Avec l'air froid est venue une obsession pour la glace que les Européens moquaient autrefois comme excessive et qu'ils en vendent désormais ouvertement. La technologie a complété le choc culturel. Des véhicules autonomes d'entreprises comme Waymo et Tesla circulent dans les rues des villes hautes, sans personne, derrière le volant. De petits robots de livraison glissent sur les trottoirs de Boston et s'arrêtent poliment au feu rouge. Et le système de navigation en magasin de Walmart indique, à la demande, l'allée exacte où se trouve un produit précis. Des stades universitaires, dont certains peuvent accueillir plus de 100 000 supporters, éclipsent les centres d'entraînement de clubs européens historiques, laissant les visiteurs se demander pourquoi personne, chez eux, ne leur avait jamais parlé de tout cela. C'est ici que l'histoire cesse d'être uniquement une affaire de gentillesse et de paysage, car cette Coupe du Monde est assombrie par une tempête politique que beaucoup de ces mêmes supporters reconnaissent à voix basse lorsque les caméras s'éteignent. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait l'objet de critiques depuis des mois pour ce qui ressemble moins à une gestion neutre du football qu'à un alignement politique ouvert avec le président Trump. Lors du tirage officiel du tournoi, Infantino a remis au président un prix de la paix de la FIFA spécialement créé pour l'occasion, un geste largement interprété en Europe comme une médaille de consolation après que Trump n'a pas reçu le prix Nobel de la paix pour lequel il avait publiquement fait campagne. Les photos d'Infantino assis sur scène avec une casquette rouge de style campagne électorale lors du lancement d'un conseil de paix lié à Trump n'ont fait qu'accentuer l'impression que l'instance dirigeante du football avait renoncé à toute prétention de rester au-dessus de la politique.
Cette proximité compte, car ce tournoi se déroule sur fond de conflits militaires actifs entre les États-Unis et l'Iran, marquant la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays hôte est engagé dans une guerre impliquant l'un des pays participants. Des sources diplomatiques ont rapporté que les discussions entre Washington et Téhéran se sont effondrées à un moment donné en Suisse, alors même que les États-Unis acceptaient de lever leur blocus naval du golfe Persique à la suite d'un protocole d'accord signé électroniquement, la réouverture du détroit d'Ormuz devant suivre. Des responsables iraniens ont depuis laissé entendre que le président Trump avait accepté certains éléments de l'accord final par désespoir plutôt que par force, une présentation que la Maison-Blanche rejette fermement, tandis que les deux gouvernements ont confirmé publiquement que le protocole destiné à mettre fin aux hostilités était entré en vigueur immédiatement après sa signature. Les retombées de ce conflit sont arrivées directement jusque dans les files d'attente pour les billets. Les supporters, munis de passeports iraniens et haïtiens, ont, dans les faits, été empêchés d'assister au match en personne, l'entrée étant strictement limitée aux joueurs et aux membres des staffs techniques de ces pays. Les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont rencontré des obstacles tout aussi lourds, les visas touristiques pour les voyageurs venus de ces nations ayant été largement suspendus, officiellement en raison d'inquiétudes liées à des dépassements de durée de séjour par le passé. À un moment, les autorités ont évoqué une caution d'entrée remboursable pouvant atteindre 15 000 $ pour les visiteurs issus d'une liste de pays signalés, une mesure discrètement abandonnée pour les détenteurs de billets confirmés peu avant les matchs d'ouverture, mais qui a laissé l'impression durable d'un tournoi entouré de barbelés plutôt que de bras ouverts. Des organisations de défense des droits humains ont averti que le renforcement des contrôles migratoires près des stades hôtes avait créé un effet dissuasif, poussant certains supporters issus de communautés migrantes à renoncer entièrement au tournoi plutôt que de risquer un contact avec des agents fédéraux. Le prix des billets est devenu une controverse à part entière, sans doute plus bruyante que tout ce qui se passe sur le terrain. La FIFA a introduit pour la première fois dans ce cycle une tarification dynamique, ce qui signifie que des places identiques peuvent augmenter dans la même fenêtre de vente uniquement en fonction de la demande, et plusieurs groupes de supporters ont accusé l'organisation de vendre une catégorie de sièges tout en attribuant discrètement une place moins bonne. Les procureurs généraux du New Jersey et de New York ont ouvert des enquêtes formelles sur les conditions de vente des billets, tandis que des associations de consommateurs en Europe ont déposé une plainte conjointe auprès des autorités de régulation. Selon certains rapports, le billet le moins cher encore disponible pour la finale dépassait 8 000 $ à la fin du mois de mai. Les places accessibles aux personnes en fauteuil roulant dépassaient 10 000 $, et une place particulièrement notoire au premier rang, près du poteau de corner, était affichée à environ 690 000 $. La FIFA gère également sa propre plateforme officielle de revente, prélevant selon les informations disponibles 30% sur chaque transaction, un détail qui, pour les critiques, révèle à quel point le tournoi est devenu commercial derrière son marketing familial. Le format sportif lui-même suscite également des interrogations. C'est la première Coupe du Monde à passer de 32 à 48 équipes, portant le nombre total de matchs de 64 à 104 et introduisant pour la première fois dans l'histoire du tournoi un tour des 32. Les partisans de ce changement affirment qu'il offre à davantage de nations une véritable chance sur la scène mondiale, tandis que ses détracteurs, dont plusieurs observateurs respectés du football, estiment qu'il dilue la qualité générale en permettant à des équipes nettement plus faibles d'accéder aux phases à élimination directe grâce aux nouveaux chemins réservés aux meilleurs troisièmes. Certains analystes sont allés plus loin, suggérant que l'élargissement profite surtout aux petites confédérations de football, dont les voix pèsent de manière disproportionnée dans la gouvernance de la FIFA, lisant ainsi cette décision comme une manœuvre calculée pour consolider la base politique d'Infantino au sein de l'organisation plutôt que comme un choix purement sportif. Les préoccupations environnementales complètent la liste des griefs. Des estimations indépendantes suggèrent que ce tournoi pourrait générer plus de 9 millions de tonnes de dioxyde de carbone, principalement en raison des distances énormes entre des villes hautes réparties dans 3 pays, un chiffre
comparable à l'ensemble des émissions annuelles d'une nation insulaire méditerranéenne de taille moyenne. Plusieurs stades se situent loin des centres-villes, avec un accès limité aux transports en commun, et là où des options ferroviaires existent, les prix ont d'abord grimpé si haut qu'un court trajet en train vers le MetLife Stadium, près de New York, a brièvement coûté plus de 150 $ avant que la pression publique ne force les organisateurs à plafonner les tarifs autour de 100 $ et à réduire fortement le prix des navettes. Les frais de stationnement dans plusieurs enceintes vont encore de 75 à 300 $ par match, Boston étant régulièrement pointé du doigt pour l'absence de solutions publiques abordables. Aucune de ces controverses n'a effacé la réaction émotionnelle décrite par les supporters sur le terrain, et cette contradiction est en réalité le cœur de l'histoire. Les mêmes supporters qui critiquaient publiquement les prix des billets, les restrictions de visa et les liens politiques de la FIFA racontaient aussi avoir été émus aux larmes par des inconnus qui leur payaient le dîner, ou par des pompiers qui les laissaient monter dans un camion sans aucune raison. Et les deux réalités sont vraies en même temps. Cette Coupe du Monde est à la fois l'une des expériences culturelles les plus généreuses sur le plan émotionnel que de nombreux supporters européens aient jamais vécu, et l'un des tournois les plus politiquement et commercialement chargés de l'histoire de la compétition. Pendant ce temps, le football lui-même a continué malgré le bruit qui l'entoure. Le Brésil a testé sa quête d'une 6e couronne mondiale face à des adversaires solides, dont la Norvège au MetLife Stadium, tandis que la Suisse a facilement dominé l'Algérie pour valider sa place en 8e de finale et préparer un rendez-vous avec l'Allemagne, une sélection actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur à long terme, après un parcours décevant. Le parcours historique du Canada à domicile en phase de groupe s'est terminé par une défaite accrochée contre le Maroc. Un résultat qui a malgré tout marqué le plus loin jamais atteint par l'équipe masculine canadienne sur cette scène, offrant au pays hôte quelque chose de réellement positif auquel se raccrocher, alors même que les gros titres politiques dominaient la couverture ailleurs. Alors, où cela laisse-t-il le noyau émotionnel de cette histoire, les larmes, l'incrédulité, le sentiment d'avoir été trompé pendant des années sur ce que l'Amérique donne réellement à voir au niveau de la rue? Cela le laisse dans une zone compliquée, et probablement plus honnête parce qu'elle est compliquée. La gentillesse décrite par ses supporters n'a pas été mise en scène pour les caméras et n'exigeait pas d'ignorer le désordre politique très réel qui se déroulait autour des billetteries, des guichets de visa et de la salle du conseil de la FIFA. Les deux fils existent dans le même tournoi, parfois le même après-midi. Un supporter peut passer la matinée à se battre avec une plateforme de revente à propos d'un billet dont le prix a triplé dans la nuit, puis passer la soirée à se voir offrir un dîner par un inconnu qui voulait simplement lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Peut-être cette tension est-elle le portrait le plus juste de cette Coupe du Monde à l'heure actuelle. Un pays capable de produire à la fois une place de corner à 690 000 $ qui donne le vertige et un pompier qui laisse gratuitement l'enfant d'un inconnu monter dans son camion. Une fédération prête à remettre à un président en exercice un prix de la paix spécialement inventé, tout en luttant discrètement contre plusieurs enquêtes d'État sur la manière dont elle vend ses billets. Un tournoi élargi à 48 équipes en partie au nom de l'inclusion, mais qui se déroule pour certains supporters comme l'une des éditions les moins inclusives de mémoire récente, parce qu'ils n'ont tout simplement pas pu obtenir de visa pour y assister. Les supporters européens n'étaient pas arrivés en s'attendant à une telle nuance. Ils s'attendaient soit à une zone de guerre, soit à un parc d'attractions, et ils ont découvert un pays à la fois plus généreux et plus politiquement emmêlé que tout ce que les gros titres chez eux les avaient préparés à comprendre. Il existe aussi une couche de tension plus silencieuse qui s'accumule autour d'Infantino lui-même. Une tension que plusieurs médias européens commencent à traiter moins comme une rumeur mondaine que comme un schéma émergent digne d'attention. Plusieurs commentateurs ont souligné qu'il ne s'agit pas du premier geste de ce type entre les deux hommes, notant qu'Infantino est apparu lors d'événements liés à la marque Trump et de fonctions à la Maison-Blanche avec une fréquence qu'aucun précédent président de la FIFA n'aurait osé risquer. Certains journalistes couvrant la fédération décrivent une hypothèse de travail, toujours non confirmée et abordée avec prudence même par ceux qui la reprennent, selon laquelle
Infantino verrait dans une relation publique étroite avec le président américain en exercice un levier pour de futurs projets d'expansion de la FIFA sur le sol américain, possiblement liés à de futurs droits d'organisation ou à des accords de sponsoring avec des entreprises médiatiques américaines. Cette théorie reste une spéculation plutôt qu'un fait établi, mais elle gagne du terrain précisément parce que tant de choix publics d'Infantino cette année ont penché dans la même direction. Un brouhaha similaire de propos non confirmés entoure le conflit avec l'Iran et son lien avec le tournoi. Certains commentateurs diplomatiques ont avancé l'idée, là encore explicitement présentée comme une spéculation et non comme un fait établi, que le calendrier de l'annonce du cessez-le-feu aurait été influencé au moins en partie par la volonté d'éviter l'image d'une guerre active éclipsant le plus grand événement sportif jamais organisé sur le sol américain. Les responsables des deux camps ont publiquement nié tout lien de ce type, affirmant que le protocole d'accord était uniquement le résultat de mois de travail diplomatique discret. Pourtant, la coïncidence de calendrier a suffi à maintenir la rumeur en vie dans les salles de presse, comme sur les forums de supporters, même sans que quiconque ait produit des preuves solides pour l'étayer. Aucune de ces spéculations ne change ce qui s'est réellement passé pour les dizaines de milliers de supporters qui ont circulé ce mois-ci à Boston, dans le New Jersey et dans des dizaines d'autres villes hôtes. Quoi qu'il se passe au niveau des fédérations et des gouvernements, l'expérience de terrain décrite par les supporters est restée remarquablement constante d'une nationalité à l'autre. Des supporters écossais, français, anglais et allemands, interrogés séparément, dans des villes différentes, à plusieurs semaines d'écart, ont continué à décrire des moments presque identiques de générosité inattendue. Et cette cohérence fait partie de ce qui a rendu la réaction émotionnelle si authentique plutôt que fabriquée pour les réseaux sociaux. Il faut aussi se rappeler qu'organiser en Amérique un tournoi de cette ampleur n'avait jamais la garantie de se dérouler sans heurts sur le seul plan logistique. 16 villes hôtes réparties dans 3 pays représentent un défi de coordination immense avant même que la politique n'entre en jeu, et selon la plupart des critères, le déroulement concret des matchs, les transports une fois les tarifs ajustés et la sécurité dans les stades ont jusqu'ici fonctionné sans incident majeur. Ce succès opérationnel fait rarement les gros titres, car une navette qui circule correctement ou un stade qui ouvre à l'heure ne sont tout simplement pas considérés comme des informations, mais ils constituent l'ossature silencieuse qui a permis à tous ces petits moments humains de gentillesse d'exister. Un pays ne peut pas voir des policiers de Boston danser dans la rue avec des supporters si l'infrastructure de transport et de sécurité autour de cette rue est en train de s'effondrer. Ce qui semble émerger de ce tournoi, du moins jusqu'à présent, est une image bien plus désordonnée et bien plus intéressante que ne le suggéreraient, à elles seules, les prédictions apocalyptiques des critiques ou les récits lumineux d'hospitalité des supporters. C'est une Coupe du Monde où un barman peut empocher près de 1 000 $ de pourboire en un seul week-end, tandis qu'à quelques kilomètres, une famille venue d'un pays soumis à des restrictions de voyage ne peut même pas passer la douane pour voir jouer sa propre sélection nationale. C'est un tournoi où un siège de stade se vend au prix d'une maison, tandis qu'un inconnu, quelques rues plus loin, paie le dîner à de parfaits étrangers, simplement parce qu'ils sont arrivés avec un maillot inhabituel. Les deux choses sont vraies, et les deux semblent déjà faire partie de ce pourquoi cette Coupe du Monde particulière restera dans les mémoires une fois le trophée enfin soulevé.